Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va corriger quelques exercices qui traitent la notion de la relation d'ordre du chapitre 5, relation binaire. Donc on va commencer par l'exercice 5.9. Donc en note R, la relation définie sur l'ensemble des entiers non nuls inférieurs à 10 par x est en relation avec y si et seulement si x est un diviseur de y. Donc ici on a la relation R. L'ensemble de définition, c'est l'ensemble des entiers non nuls inférieurs à 10, c'est-à-dire l'ensemble des entiers de 1 à 9. Et la relation R est définie par, donc x est en relation avec y si et seulement si x est diviseur de y. Alors, on va écrire ces éléments. Donc, l'ensemble E, c'est l'ensemble des entiers non nuls inférieurs à 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, la relation R est définie par, donc, x est en relation avec y, si et seulement si x divise y. Donc, x est un diviseur x est un diviseur de y. Donc, on peut le noter de cette façon. Donc, on utilise une barre verticale. Donc, x divise y. D'accord? Donc, ça, c'est pas la division de x par y, mais x divise y. Donc, ça, c'est x divise y. Alors, si x divise y, alors y est multiple de x. Alors, si y est multiple de x, alors par définition, y égale un entier k multiplié par x. Donc, y égale à k fois x. Exemple, 6 est multiple de 2, car on a un entier k qui est égal à 3, tel que 6 égale 3 fois 2. Donc, c'est pour ça qu'on dit que 6 est multiple de 2. Alors, d'une façon générale, donc la définition est le fait que y égale k fois x et k est un entier relatif. D'accord? Mais dans ce cas, donc dans notre cas, x et y, ce sont deux entiers non nuls inférieurs à 9. Et bien dans ce cas, k est un entier naturel, donc il appartient à n, et k est non nul. Donc voilà. Alors la première question, construire le diagramme sagittal de la relation R. Donc, dans le diagramme sagittal, les sommets, ce sont les éléments de E. D'accord? Donc, les éléments, c'est-à-dire que là, il n'y a pas une méthode pour pouvoir tracer le diagramme sagittal. Il faut juste mettre les différents éléments. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, alors on va relier les éléments qui sont en relation. Donc, un élément x est en relation avec y si x divise y. On sait que chaque élément
divise lui-même. Donc, chaque élément est multiple de lui-même. Alors, on a chaque élément est en relation avec lui-même. Ensuite, on sait que 1 divise tous les entiers naturels. Alors, 1 divise 2. Donc, 1 est en relation avec 2. 1 est en relation avec 3, avec 4, avec 5, avec 6, avec 7, avec 8 et avec 9. Donc, 1 divise tous les entiers naturels. Donc, dans notre cas, non nul et inférieur à 9. Ensuite, on a, alors 2 divise 4 et 2 divise 6 et 2 divise 8. Ensuite, on a 3 divise 6 et 3 divise 9. Ok? Donc là, il nous reste une toute dernière relation, c'est 4 divise 8. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, en fait, dans le diagramme sagittal, dans cet ensemble, et avec cette relation, donc comme vous voyez, il n'est pas trop lisible. Donc, imaginons si on a encore d'autres éléments, ce sera encore moins lisible que ça. On va voir dans cet exo un autre type de diagramme qui est une simplification du diagramme sagittal. Alors, la question suivante, R est-elle une relation d'équivalence sur E? Alors, je vous rappelle qu'il existe deux types de relations. On a les relations d'équivalence et relations d'ordre. Alors, la relation d'équivalence est une relation réflexive, symétrique et transitive. Or, la relation d'ordre est réflexive, antisymétrique et transitive. Alors, pour vérifier si la relation est une relation d'équivalence ou pas, on doit vérifier la réflexivité, la symétrie et la transitivité. Donc, commençons par la réflexivité. Donc, par définition, la réflexivité, donc on dit que R est réflexive si et seulement si chaque élément est en relation avec lui-même. C'est-à-dire, quel que soit X un élément de E, X est en relation avec lui-même. Alors, dans le cas de de la relation étudiée dans cet exo, la question qui se pose, c'est est-ce que X est en relation avec lui-même? C'est-à-dire, est-ce que X divise lui-même? La réponse, c'est oui. Donc, X divise X, alors R est réflexive. Alors,
on a vérifié la réflexivité, et bien maintenant on va vérifier la symétrie. Alors par définition, la symétrie, c'est la relation est symétrique lorsque donc on a x est en relation avec y implique y est en relation avec x. Est-ce que ça c'est vérifié dans notre dans la relation étudiée? Et bien, si on prend x divise y, et bien, on peut prendre ici un exemple. Alors si, donc on revient donc à notre diagramme sagittal. Alors, exemple, 2 divise 4. Est-ce que 4 divise 2? Ben, la réponse c'est non. Donc si on a 2 divise 4, eh ben, ça ne veut pas dire que 4 divise 2. Donc 2 est en relation avec 4, mais 4 n'est pas en relation avec 2. Donc, on peut ici se baser sur un contre-exemple. Donc, on a 2 est en relation avec 4, mais 4 n'est pas en relation avec 2. Donc, 4 n'est pas en relation avec 2. Alors, R n'est pas symétrique. Et bien, si R n'est pas symétrique, alors ce n'est pas une relation d'ordre. Pardon, R n'est pas une relation d'équivalence. Alors, question suivante. R est-elle une relation d'ordre? Si oui, l'ordre est-il total ou partiel? Donc, nous avons dit qu'une relation d'ordre est réflexive, antisymétrique et transitive. Alors, on a vérifié la réflexivité. Ben maintenant, on va vérifier l'antisymétrie. Donc, par définition donc, de l'antisymétrie, si x est en relation avec y, donc une relation est antisymétrique, si seulement si, en prenant deux éléments quelconques x et y, on a x est en relation avec y et y est en relation avec x implique x égale y. Alors ici, on a x est en relation avec y, c'est-à-dire x divise y et y divise x. Donc si on prend deux éléments quelconques, tels que x est un diviseur de y et y est diviseur de x, donc la question qui se pose, c'est est-ce que x égale y? Donc, c'est ce qu'on doit chercher. Donc, x divise y et y divise x. Donc, si on utilise cette définition, alors lorsque x divise y, donc y est multiple de x, alors y égale un entier multiplié par x. Donc ici, on a deux relations de divisibilité. Alors, on peut écrire y égale à k1 fois x, avec k1 est un entier naturel non nul. Ensuite, on a y divise x. Alors, dans ce cas, c'est x qui est multiple de y. Alors, x égale un entier, k2, multiplié par y. Donc là, on a deux relations ou deux égalités. Donc là, on va chercher la relation. Donc plutôt, on va chercher est-ce que x égale y. Si on a ça. Alors, on prend par exemple la deuxième. On peut prendre la deuxième. Alors, on a x égale k2 fois y. Or, selon la première égalité, y égale k1 fois x. Donc, y, on va la remplacer par k1 fois x. Donc, on aura k2, k1 fois x.
Donc, finalement, on a quoi? On a x égale K1 multiplié par K2 multiplié par x. Alors, dans ce cas, K1 multiplié par K2, égale quoi? Égale x divisé par x égale 1. Ou pour avoir cette égalité, on doit avoir, pour avoir x égale x, K1 fois K2 doit être égal à 1. Alors, si K1 multiplié par K2 égale à 1, et que K1 et K2, ce sont deux entiers naturels non nuls. Alors, la seule combinaison possible pour K1 et K2, c'est que K1 égale K2 égale 1. Donc, la seule valeur possible pour ces deux entiers naturels non nuls. Alors, si K1 égale à K2 égale 1, alors x égale y. Donc, en partant de x en relation avec y et y en relation avec x, on est arrivé à x égale y. Alors, R est antisymétrique. Alors maintenant, on va passer à la transitivité. On va étudier la transitivité de la relation R. Alors, par définition, pour la transitivité, on prend trois éléments x, y et z. Alors, si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors x est en relation avec z. Donc ça, c'est par définition de la transitivité. Alors, dans le cas de la relation étudiée, on va prendre x divise y et y divise z. Et on doit répondre à la question, est-ce que x divise z? C'est ça la question. Donc ici, on a x divise y. Alors, y est multiple de x, donc y égale k1 fois x. Et y divise z. Alors, z est multiple de y, donc z égale un entier, k2 fois y. Là, ici, on cherche la relation entre x et z. Donc, on peut prendre par exemple la deuxième. Donc, z égale k2 multiplié par y. Or, y selon la première égalité égale k1 fois x. Donc, c'est k2 multiplié par k1 fois x. Donc, ici, on a z égale un entier k2 multiplié par un entier k1 multiplié par x. Alors, k1 fois k2, ça reste toujours un entier naturel non nul. Alors, on peut écrire z égale un entier k multiplié par x avec l'entier k égale k1 fois k2. Si on arrive à écrire z sous cette forme, c'est que z est multiple de x. Et bien, si z est multiple de x, alors x divise z. Et si x divise z, alors x est en relation avec z. Alors, la relation est transitive. Donc ici, on a la relation est réflexive, antisymétrique et transitive. Alors, c'est une relation d'ordre.
Alors, la question suivante, donc dans la même question plutôt. Si oui, l'ordre est-il total ou partiel? En effet, on dit que l'ordre est total. L'ordre est total. Quand est-ce qu'on dit que l'ordre est total? C'est lorsque tous les éléments sont comparables. Qu'est-ce que ça veut dire sont comparables? Eh bien, ça veut dire que tous les éléments sont en relation, donc dans un sens ou dans l'autre. Donc, je répète, tous les éléments sont comparables, ça veut dire que tous les éléments sont en relation. C'est-à-dire, si je prends deux éléments quelconques x et y, donc quel que soit x un élément de E, quel que soit y un élément de E, alors x est en relation avec y ou y est en relation avec x. C'est-à-dire, si je prends deux éléments quelconques, x et y, eh bien, il y a une relation entre ces deux éléments dans un sens ou dans l'autre, ou bien sûr dans les deux sens. Donc, c'est un ou. Donc là, on dit que l'ordre est total. Alors, quand est-ce qu'on dit que l'ordre est partiel? Alors, l'ordre partiel, c'est le contraire de l'ordre total. C'est lorsque il existe au moins un couple x, y, tel que ces deux éléments sont non comparables. C'est-à-dire, il n'y a pas de relation entre les deux éléments. Autrement dit, il existe au moins un x appartenant à E, il existe au moins un y appartenant à E, tel que, donc, il n'y a pas une relation entre les deux. C'est-à-dire, x n'est pas en relation avec y et y n'est pas en relation avec x. Donc, pour dire que x n'est pas en relation avec y, donc on peut utiliser la barre ou donc le symbole, le petit symbole de la négation. Donc, x n'est pas en relation avec y et y n'est pas en relation avec x. Et dans ce cas, on dit que l'ordre est partiel lorsqu'on a au moins deux éléments qui ne sont pas en relation. Alors, dans le cas de la relation étudiée, donc on peut regarder, donc c'est plus facile de regarder le diagramme sagittal. Est-ce que tous les éléments sont comparables? Est-ce que tous les éléments sont en relation? Donc, si on prend 2 et 3, est-ce que entre 2 et 3, il y a une relation? Est-ce qu'il y a une relation dans un sens ou dans l'autre? La question, c'est la réponse plutôt, c'est non. Rien que entre ces deux éléments, il n'y a pas de relation. Alors, l'ordre est partiel. Donc ici, pourquoi c'est suffisant de prendre un exemple? Parce que par définition, c'est il existe au moins un x, il existe au moins un y. Alors, l'ordre est partiel. Donc ici, on peut prendre 2 et 3. Donc on a 2 n'est pas en relation avec 3 et 3 n'est pas en relation avec 2. Donc l'ordre est partiel. Donc voilà, là on a répondu aux différentes questions A, B et C de la première question. Alors on va rajouter ici une quatrième question, donc juste après C. C'est donc donner le diagramme
de As de la relation. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'un diagramme qui permet de simplifier le diagramme sagittal. Alors, le diagramme de As. Alors, le diagramme de As, c'est un diagramme qui permet de représenter les relations d'ordre. Pas n'importe quel type de relation, c'est pour les relations d'ordre. En effet, comment on pourra tracer le diagramme de As? En effet, le diagramme de As est une simplification du diagramme sagittal, c'est-à-dire on va éliminer les flèches donc, qui représentent des propriétés qu'on connaît déjà. Donc, on sait que la relation d'ordre est réflexive. Alors, on élimine les flèches de réflexivité. Donc, la première règle, c'est pas de flèche de réflexivité. Puisqu'on sait déjà que la relation est réflexive. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on sait que la relation est transitive. Alors, si la relation est transitive, eh ben, on va éliminer les flèches de transitivité. Qu'est-ce que ça veut dire pas de flèche de transitivité? Eh ben, on ne relie deux éléments que s'il y a une relation directe entre ces deux éléments. C'est-à-dire, il n'y a pas un élément intermédiaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'élément intermédiaire. Donc ici, on relie deux éléments s'il n'y a pas d'élément intermédiaire. Alors, qu'est-ce que c'est un élément intermédiaire? En effet, un élément intermédiaire, on peut l'appeler aussi successeur immédiat. Alors, c'est simple. Si X est en relation avec Y, alors Y, c'est le successeur de X. Et X, c'est l'antécédent de Y. Alors, quand est-ce qu'on dit que Y est un successeur immédiat? Quand est-ce qu'on relie X à Y? Ben, Y est un successeur immédiat lorsque il n'y a pas un élément Z tel que X est en relation avec Z et Z est en relation avec Y. Donc, il n'y a pas un élément intermédiaire entre X et Y. Et dans ce cas, on dit que Y est un successeur immédiat et donc on relie X à Y directement. Alors, on va appliquer ces différentes règles pour tracer le diagramme de As de la relation étudiée. Donc, ici, on peut par exemple tracer tout d'abord un tableau. Puisque c'est le premier exemple étudié, ben, on pourra tracer un tableau dans lequel on met tous les successeurs des éléments et les successeurs immédiats. Donc là, on va mettre les éléments de E. Tout d'abord, les successeurs
tous les successeurs et ensuite les successeurs immédiats. Donc là, on a les éléments de E. Alors, pour chaque élément, on va chercher ses successeurs. Alors, qu'est-ce que c'est les successeurs de 1? C'est-à-dire, ce sont les éléments Y tels que 1 est en relation avec Y. C'est-à-dire les éléments Y tels que 1 divise Y. Ou encore les multiples de 1. Donc là, les successeurs de 1, ce sont les multiples de 1 dans E. Dans ce cas, tous les éléments sont multiples de E, sont multiples de 1. Alors ici, on ne va pas mettre 1 puisque 1, on a dit que 1 est en relation avec lui-même. Donc il s'agit d'une... donc là, on parle de la propriété de réflexivité. Donc on ne va pas mettre 1. Donc les autres successeurs sont donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, parmi ces successeurs, quels sont les successeurs immédiats maintenant? Alors, 2. Est-ce que 2 est un successeur immédiat? La question qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas un élément intermédiaire entre 1 et 2? Est-ce qu'il y a un élément Z tel que 1 est en relation avec Z et Z est en relation avec 2? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un élément Z tel que 1 divise Z et Z divise 2? La réponse c'est non. Alors, 2 est un successeur immédiat. Pareil, 3 est un successeur immédiat parce qu'il n'y a pas un élément intermédiaire entre 1 et 3. D'accord? Il n'y a pas un élément Z tel que 1 divise Z et Z divise 3. Alors, par contre, pour 4, est-ce que 4 est un successeur immédiat? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il existe effectivement un Z qui est égal à 2, tel que 1 divise 2 et 2 divise 4. Alors 2 est un élément intermédiaire entre 1 et 4, donc 4 n'est pas un successeur immédiat. Il n'y a pas une relation directe entre 1 et 4. On peut passer par 2. Alors 4 n'est pas un successeur immédiat. Ensuite, 5. 5 est un successeur immédiat. 6 n'est pas un successeur immédiat car 1 divise 3 et 3 divise 6. Aussi, 1 divise 2 et 2 divise 6. Donc, il y a deux éléments intermédiaires donc pour 1 et 6. Donc, 6 n'est pas un successeur immédiat. Ensuite, 7. 7 est un successeur immédiat. 8 n'est pas un successeur immédiat parce que 1 divise 2 et 2 divise 8. Et 9 n'est pas un successeur immédiat car 1 divise 3 et 3 divise 9. Donc on va faire pareil ensuite pour 2. Quels sont les successeurs de 2? On a 4, 6 et 8. Les successeurs immédiats sont 4 et 6. Par contre, 8, ce n'est pas un successeur immédiat parce que 2 divise 4 et 4 divise 8. Alors, pour 3, donc les successeurs de 3 sont 6 et 9. Et il s'agit de deux successeurs immédiats. Parce qu'il n'y a pas un élément intermédiaire entre, donc ni entre 3 et 6, ni entre 3 et 9. Donc 4. Les successeurs de 4 sont 8 et c'est un successeur immédiat. Alors 5, il n'a pas de successeur.
Donc, pas de successeur immédiat. Donc, pareil pour les autres éléments. Voilà. Donc là, une fois on a ce tableau, et ben dans le diagramme de Haas, chaque élément donc doit être relié à ses successeurs immédiats. Alors, on va commencer par 1. Donc, 1 est en relation avec 2, avec 3, 5 et 7. C'est tout. Ensuite, 2 est en relation avec 4. Donc, les successeurs immédiats sont 4 et 6. Donc, 2 est en relation avec 4 et avec 6. 3 est en relation avec 6 et 9. Et 4 est en relation avec 8. Donc, voilà le diagramme de Haas de cette relation pour l'ensemble E qui est égal aux entiers naturels, non nuls et inférieurs à 10. Alors, la question suivante. Donc, comme vous voyez ici, je répète, donc le diagramme de Haas est beaucoup plus lisible que le diagramme sagittal. Alors, question suivante. Donc, même question sur l'ensemble des diviseurs de 12. D'accord? Donc, l'ensemble des diviseurs de 12. Donc, c'est l'ensemble, on peut l'appeler D12 par exemple, ce sont les diviseurs de 12, qui est égal. Donc, 1, 2, 3, donc ce sont les diviseurs de 12. 4 divise 12, 6 et 12. Donc là, ce sont les diviseurs de 12. La relation, c'est toujours la même. Donc, R, c'est lorsque X est en relation avec Y, si seulement si, X divise Y. Et dans ce cas, on a X et Y appartiennent à l'ensemble des 12. Alors ici, pour répondre aux différentes questions, donc dans la première question, donc là, c'est le diagramme sagittal. Donc là, pour le diagramme sagittal, on peut quand même le refaire pour cet ensemble. Donc on a 1, donc 2, 3, 4, 6 et 12. Alors, chaque élément est en relation avec lui-même. Ensuite, on a 1 divise 2, 1 divise 3, 1 divise 4, 1 divise 6 et 1 divise 12. 2 divise 4, 2 divise 6 et 2 divise 12. 3 divise 6 et 3 divise 12. 4 divise 12. 6 divise 12. Donc voilà le diagramme sagittal. Donc, de la même relation mais dans l'ensemble des 12. Ensuite, donc, la question suivante c'est R est-elle une relation d'équivalence? Donc comme on a dit tout à l'heure, R n'est pas une relation d'équivalence car R n'est pas symétrique et donc c'est la même explication que tout à l'heure. Donc 2 n'est pas 2 divise 4, mais 4 ne divise pas 2, donc 2 en relation avec 4, mais 4 n'est pas en relation avec 2. Donc, c'est la même explication que tout à l'heure. Donc, la relation n'est pas une relation d'équivalence. Est-ce que c'est une relation d'ordre? Oui, c'est une relation d'ordre parce que donc, là, comme vous voyez tout à l'heure, lorsqu'on a donc fait le raisonnement, c'était dans le cas général.
Donc ici, on a dit que la relation est réflexive car chaque élément est diviseur de lui-même. Elle est antisymétrique parce qu'en prenant x est en relation avec y, y en relation avec x, on a x égale y. Et ça, c'est dans le cas général, c'est pas pour un ensemble E ou un ensemble D. Donc, d'une façon générale, cette relation est antisymétrique. Elle est aussi transitive. Et là aussi, l'explication, c'était aussi dans le cas général. Donc, c'était pas pour D12. C'était pas pour l'ensemble, pour l'ensemble E qui est égal donc qui contient les entiers naturels non nuls et inférieurs à 10. Donc c'était dans le cas général. Alors cette explication ou cette démonstration est donc valable aussi pour l'ensemble des 12. Et l'ordre est toujours partiel. Alors, ce qui va faire la différence, c'est le diagramme de As. Donc là, c'est le diagramme sagittal. Alors, on va tracer le diagramme de As. Donc, comme je l'ai dit, chaque élément doit être relié à ses successeurs immédiats. Alors, on peut commencer par donc 1. Alors, 1 divise, quels sont les successeurs de 1? Et bien, tous les autres éléments, ce sont les successeurs de 1, mais les successeurs immédiats sont 2 et 3. Sinon, pour tous les autres éléments, il y a toujours un élément intermédiaire. Exemple pour 6, donc 1 divise 2 et 2 divise 6. Alors, 6 n'est pas un successeur immédiat de 1. Alors, pour 2, maintenant, les successeurs immédiats sont 4 et 6. 12 n'est pas un successeur immédiat de 2 parce que 2 divise 6 et 6 divise 12. Donc, il y a 6 comme élément intermédiaire entre les deux. Ensuite, donc, pour 3, ses successeurs immédiats sont, ou plutôt, elle a un seul successeur immédiat qui est 6. Ensuite, on a 6 donc divise 12 et 12 est un successeur immédiat de 6 et 4 divise 12 et 12 est un successeur immédiat de 4. Alors en troisième question, on a quoi? On a la même question sur l'ensemble des diviseurs de 30, dont n étoiles. Alors, les diviseurs de 30 sont donc 1, 2, 3, donc 5 divise 30, 6 divise 30, 10, 15, donc divise 30 et 30. Donc ici, la relation, c'est toujours la même. On va alors tracer le diagramme de As. Donc, parce que donc, le diagramme sagittal, donc c'est toujours le même principe. Donc ici, dans le diagramme de As, on a, donc, en sommet, on a 1. Alors, on a 1. Les successeurs immédiats de 1 sont donc 2, 3, 5. Ici, il n'y a pas une méthode spécifique pour tracer le diagramme de As. Mais d'une façon générale, toujours pour un diagramme de As, il y a une structure un peu particulière. 5, c'est aussi un successeur immédiat. Par contre, 6 n'est pas un successeur immédiat de 1 parce qu'il y a 2 comme élément intermédiaire ou encore 3. 10 n'est pas un successeur immédiat parce qu'il y a 5 comme élément intermédiaire puisque 1 divise 5 et 5 divise 10.
Pareil pour 15 et pour 30. Alors, les seuls successeurs immédiats de 1 sont 2, 3 et 5. Ensuite, pour 3, donc on a 6 comme successeur immédiat. Six est un successeur immédiat de 2 aussi. 2, donc, et là les successeurs immédiats de 2 sont donc 6 et 10 aussi. Donc 10 qui est un successeur immédiat de 5. Ensuite, donc, on a 15 qui est le successeur immédiat de 3 et le successeur immédiat de 5. Et le successeur immédiat de 15, c'est 30. Donc, voilà le diagramme de S. Lorsque on a l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des diviseurs de 30. Donc, voilà pour cet exo. Alors, on va passer à l'exo 5.10 maintenant. Alors, dans l'exercice 5.10, on a l'ensemble A qui est égal à 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 9. Et la relation R est définie par, donc la relation R, c'est inférieur ou égal donc sur l'ensemble des entiers naturels. D'accord? Donc ici, on a l'ensemble de définition. Alors, on a l'ensemble de définition E, c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls. Donc, comme donné dans l'exo. Donc, E, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc, là, elle n'a pas précisé que c'est non nul. Donc, c'est les entiers naturels tout court. A, c'est l'ensemble 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 9. La relation C, X est en relation avec Y si seulement si X est inférieur ou égal à Y. Donc la relation c'est inférieur ou égal. Justifier qu'il s'agit d'une relation d'ordre, c'est-à-dire on va vérifier la réflexivité, l'antisymétrie et la transitivité. Donc rapidement, pour la réflexivité, alors, X est en relation avec lui-même car X est inférieur ou égal à X. Donc, alors, R est réflexif. Donc là, X est en relation avec lui-même. Alors, pour l'antisymétrie, si X est en relation avec Y et Y est en relation avec X, c'est-à-dire si X est inférieur ou égal à Y et Y est inférieur ou égal à X, alors forcément X égale Y. Alors maintenant pour la transitivité. Alors pour la transitivité, si on prend 3 éléments, alors si X est inférieur ou égal à Y et Y est inférieur ou égal à Z, alors
forcément x est inférieur ou égal à z. Alors la relation est réflexive, est transitive, pardon. Maintenant, la question c'est l'ordre. Donc là, on a R est une relation d'ordre. Alors, est-ce que l'ordre ici est total? Eh bien, on pose la question. Est-ce que en prenant deux entiers naturels, x et y, est-ce qu'il y a forcément une relation inférieure ou égale entre ces deux entiers? Eh bien, la réponse est oui. Donc, peu importe x et peu importe y, on a ou bien x inférieur ou égal à y, ou y qui est inférieur ou égal à x. Donc, il y a forcément une relation entre deux entiers dans un sens ou dans l'autre. Quel que soit x, un entier naturel, quel que soit y, un entier naturel, alors x est en relation avec y, c'est-à-dire x inférieur ou égal à y, ou y inférieur ou égal à x. C'est-à-dire, il y a une relation dans un sens ou dans l'autre entre ces deux éléments. Alors, l'ordre est total. Donc, on a dit que l'ordre est total lorsque tous les éléments sont comparables. Alors, la question suivante. Là, ici, donnez le diagramme de Haas de la relation restreinte à l'ensemble A. Donc, comme vous voyez ici, l'ensemble A est inclus dans l'ensemble de définition E. Donc, A est une partie de E. Donc, dans A, on a des entiers naturels. Donc, c'est une partie des entiers naturels donc de l'ensemble N. Alors ici, le diagramme de Haas est très simple. Car on a donc 1, donc le successeur immédiat de 1 dont A, c'est 3. 1 est inférieur ou égal à 3. Alors 1 est en relation avec 3. 1 est inférieur ou égal à 4 aussi. Donc, mais on ne va pas relier 1 par 4 parce qu'il y a 3 comme élément intermédiaire, puisque 3 est inférieur ou égal à 4. Donc, le successeur immédiat de 3, c'est 4. Le successeur immédiat de 4, c'est 5. Le successeur immédiat de 5 est 6. Et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est le diagramme de Haas. Donc exemple ici, pourquoi on a relié 1 avec 3? Parce que 1 est inférieur ou égal à 3. Alors, déterminer lorsqu'il existe l'ensemble des majorants, l'ensemble des minorants, les éléments extrémaux, donc max et min, la borne inférieure et la borne supérieure de la partie A. Alors ici, à chaque fois, je vais vous donner la définition. Donc, alors on va commencer par les majorants. Alors, c'est quoi l'ensemble des majorants? Eh bien, un majorant M est un élément de E. Donc ça, c'est le cas général. Hein. M, un majorant, donc M est un élément de E, tel que, quel que soit X, un élément de A, eh bien, X est en relation avec M. C'est-à-dire, X est inférieur ou égal à M. Alors, dans le cas donc de l'exo, puisque E égale N,
Alors, les majorants de A, alors ils sont tout élément donc de E, un entier, tous les entiers naturels, tels que donc les éléments de A, donc peu importe les éléments de A, ils sont inférieurs ou égaux à ces majorants. Exemple, si on prend 9, donc ça c'est le premier majorant de A parce que quel que soit x un élément de A, on a toujours x inférieur ou égal à 9. 10 est aussi un majorant. 11, 12, etc. Ce sont des majorants de A parce que x est inférieur ou égal à 10. Donc x est un élément de A. X est inférieur ou égal à 11. Alors, ce sont les majorants de A. D'accord? Alors, maintenant, les minorants. Alors, les minorants, un minorant M est un élément de E tel que quel que soit X un élément de A. Et bien dans ce cas, le minorant M est inférieur ou égal à X. Alors, quels sont les minorants? Quels sont les entiers naturels? Donc, quels sont les entiers naturels qui sont inférieurs ou égaux à n'importe quel élément de A? Ben, on a on a 0 est un entier naturel qui est toujours, donc qui est inférieur ou égal à tous les éléments de A. 1 est un entier naturel qui est aussi inférieur ou égal à tous les éléments de A. Donc là, dans les minorants, on a seulement deux éléments qui sont 0 et 1. Alors ensuite, on va chercher les éléments extrémaux. Ben, les éléments extrémaux sont maximum et minimum. Alors max et min. Donc, par définition, le maximum est le plus grand élément de A. Ou encore, le maximum, c'est un majorant de A qui est un élément de A. Donc, qui est en même temps un élément de A. Donc, le maximum, si vous voulez, en fait, c'est un élément qui fait partie et du majorant et de l'élément A. Donc, ici, on regarde le majorant, l'ensemble des majorants. Si on prend 9, et bien 9 est un majorant de A et il fait partie aussi de A. Donc, 9 est le maximum. Donc, max A égale 9. Car 9 appartient à A et 9 est un majorant. Donc, un majorant qui appartient à A. Et bien, le minimum, donc min de A, est un élément de A et un minorant de A. Donc, un minorant de A qui est un élément de A. Or, dans les minorants, on remarque que 1 est un minorant et 1
il appartient à A aussi. Alors, 1 est min de A. Min A égale 1. Car, donc 1, il fait partie de l'ensemble A et 1 est un minorant. Donc voilà pour max et min. Alors maintenant, la borne inférieure et la borne supérieure. Donc la borne inférieure, c'est inf de A. Donc par définition, la borne inférieure, c'est le plus grand élément plutôt le plus grand des majorants. Plus grand, donc le plus grand des minorants, pardon. Donc je répète, la borne inférieure, c'est le plus grand des minorants. Donc si on regarde les minorants, eh ben, le plus grand c'est 1. Donc 1 de A égale 1. Alors maintenant la borne supérieure. C'est sup A. Alors, par définition, c'est le plus petit des majorants. Alors, on peut regarder ici les majorants. Et ben, le plus petit, c'est 9. Donc, sup A égale 9. Alors, vous pouvez remarquer ici que inf de A égale min de A. Et sup de A égale max de A. Mais il faut faire attention, il s'agit vraiment de des éléments différents. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, on n'a pas toujours min de A égale inf de A. Donc, max de A égale sup A. Donc, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, on a répondu aux différentes questions. Alors, à mon avis, ces deux exos sont suffisants pour comprendre la notion de la relation d'ordre. En tout cas, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Et je vous souhaite un bon courage et je vous dis au revoir.